Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Elle n'est pas facile, notre époque. Les professionnels de l'immobilier et de la promotion subissent de plein fouet une crise très importante, tandis que bon nombre de propriétaires français s'inquiètent des interdictions de louer à venir. Au milieu, un gouvernement qui a initié des changements très importants dans la manière de concevoir le logement afin qu'il soit plus respectueux de l'environnement. Alors, est-ce que tout ceci est juste une folie politique ou bien une nécessité impérieuse pour le bien des générations futures ? Est-ce que notre époque, avec ses soubresauts et ses mutations, est fascinante ou bien flippante ? Henri Buzicazo, président de l'IMSI, répond à mes questions. Fidèle en tout point à sa devise, on dira la vérité. Henri Buzicazo, bonjour. Bonjour. Au regard de la loi actuelle, un logement décent, tel qu'il doit être proposé et fourni à un locataire, c'est un logement qui respecte des niveaux de performance énergétique minimum et de plus en plus exigeant à mesure que le temps passera. Est-ce que la décence d'un logement doit être liée, comme le fait la loi actuelle, à la performance énergétique de ce logement ? Et puis, vous me voyez venir avec la question suivante. Est-ce que ce n'est pas une erreur politique, une faute de goût, que d'employer les mots à tort et à travers, surtout quand on est législateur ? Et là, je pense en particulier au substantif décence. Bon, le législateur, Anne-Sandrine, oui. Dans la loi Climat-Résilience du mois d'août 2021, a fait un choix, c'est un choix, hein, oui. À la question est-ce que c'est une erreur de langage, oui. qu'ils se sont trompés ? Non, c'est un choix, c'est un vrai choix politique. Il a été pesé, oui. Dur. Oui. Ça a pris deux formes. Ça a pris la forme pour les propriétaires bailleurs et de manière un peu détournée, plus largement pour les copropriétés, mais surtout pour les propriétaires et copropriétaires bailleurs qui apportent un service, le choix d'une obligation et d'une interdiction. Si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que votre logement ait telle ou telle performance, eh bien, vous ne pourrez plus le louer. Oui. C'est très dur. Ça veut dire il y a eu des écrits là-dessus d'un certain nombre de juristes, et ils ont raison. La liberté d'usage liée à la propriété, on y porte préjudice. Oui, clairement oui. Le choix a été fait parce qu'il y a un intérêt supérieur, l'urgence de traiter le dérèglement climatique, de lutter contre tout ce que nous voyons aujourd'hui à nos portes, et qui conduit à des inondations, à des canicules, à des déformations du sol argileux. Bon. Donc, intérêt supérieur, on tape dur et on va jusqu'à l'interdiction et l'obligation de travaux. Deuxièmement, on stigmatise. C'est-à-dire qu'en effet, on modifie la définition de ce qu'était la décence ou l'indécence. Alors, on en avait tous un sens, je dirais, commun. Bon, ce qui est indécent, on pensait à Zola en entendant on pensait au risque de saturnisme, on pensait à des risques liés à une mauvaise installation électrique, à l'humidité, enfin, une dangerosité pour la santé. Pour l'intégrité physique. Et le législateur dit, attendez, c'est plus large que ça, votre logement, il est consommateur de manière excessive d'énergie, il a des émissions de gaz à effet de serre tout à fait anormales, il est indécent. Et donc la question est beaucoup plus globale au fond. Alors, elle est beaucoup plus globale et on peut s'indigner de la stigmatisation. On peut dire, attendez, ça va, quelqu'un peut y habiter. Ça ne pose pas de problème. Ce qui est vrai. Oui, ce qui est vrai. Surtout à une époque où la crise du logement est prégnante. On peut se dire c'est déjà bien d'avoir un toit. Absolument. Et ce que vous dites d'ailleurs, on s'est posé la question en 2021, 2022, 2023. On est au cœur d'une crise historique. On voit qu'on manque de logements locatifs. Les files d'attente s'allongent. Locatif privé, locatif social, bien sûr. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs de logements HLM, 2 600 000 au moment où on parle, 2 700 000. L'accession à la propriété, la primo-accession n'ont jamais été aussi difficiles. Et donc on se dit, attendez, est-ce que vous pensez que c'est le moment d'être intégriste, en quelque sorte, et d'avoir une définition aussi dure ? Et même, je vais plus loin, les organisations professionnelles qui disent ça, ce sont des discours qui sont portés au plus haut niveau de la profession, elles ont eu gain de cause. Quand on voit qu'on dévisse les boulons du DPE,
Petit à DPE petit. petite surface, bon, c'est un petit peu différent. Allez, on va du RGE. Et puis, on enlève 1 milliard d'euros à MaPrimeRénov' parce que, bon, finalement, on n'a pas assez consommé. Mais on permet que du monogeste, il donne accès pour l'année 2024, alors qu'on voulait aller vers de la rénovation globale. On dessert un peu les boulons. Je ne sais pas si on a raison. Le fond des choses reste. On a besoin de transformer, de transfigurer notre parc immobilier existant parce qu'il est coupable, malgré lui, des dérèglements climatiques, malgré lui. Et la stigmatisation était un moyen d'être efficace. Si on ne dit pas à quelqu'un, écoute, t'es mal habillé, donc tu rentres pas dans la boîte de nuit, eh bien, il continue à s'habiller comme ça. Bon, c'est un peu ça. On a dit, vous ne respectez pas les codes. Et les codes sont modifiés. Les codes, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ils étaient beaucoup plus souples. Et c'était une autre acception du mot indécence. C'est celui-là. C'est un choix profond. Alors, quand je vois que des organisations professionnelles ou de propriétaires ont voulu faire parler le juge là-dessus, je le comprends. Je pense que c'était voué à l'échec, mais profondément. Voilà. Mais justement, vous parlez du Conseil d'État qui a, dans un arrêt récent, rejeté le recours pour excès de pouvoir contre le décret du 18 août 2023. Donc, en fait, le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire juridiquement parlant, à la légalité du dispositif des interdictions de louer et au fait que le contrat de location lie la décence du logement avec sa performance énergétique. Donc ça, c'est de la cuisine juridique. En fait, le Conseil d'État applique la logique du système juridique français. On ne peut pas lui reprocher. Toutefois, comment est-ce qu'on fait pour répondre quand même au désarroi de certains propriétaires dont le bien ne peut pas être rénové? Je pense par exemple à la problématique de la copropriété, et qui donc va être retiré du marché locatif. C'est l'obsession des pouvoirs publics aujourd'hui. Il faut être très clair. Depuis le précédent ministre, Patrice Vergriete, quand il est arrivé, ça a été le gros sujet. Et c'est un homme réaliste. Je peux parler au présent, mais il est aujourd'hui ministre des Transports et non plus du Logement. Maire de Dunkerque, il a dû quitter son mandat quand il a été ministre, mais maire de Dunkerque, il l'était à sa nomination. Président du Grand Durkheim, de la métropole, c'est toujours le cas. Élu local, les pieds sur terre. Bon. Un maire, il faut parler au maire pour leur dire, mais monsieur le maire, votre parc locatif privé, il risque de perdre 100, 200, 2000 unités. C'est épouvantable pour un maire. Qu'est-ce qu'on fait avec les ménages qui en ont besoin? Alors, idem dans le parc HLM, mais le parc HLM n'a pas les mêmes circuits de financement, n'a pas les mêmes moyens. Et il a fait le job de la rénovation environnementale et il continue à le faire. Il est même en avance. Et il est même en avance. Mais encore une fois, ce n'est pas les mêmes logiques, on le comprend bien. Il y a plus d'argent, il y a une exemplarité nécessaire. C'est les pouvoirs publics, c'est le service public du logement. Côté privé, c'est chaud. Donc, Patrice Vergriete, l'actuel ministre Guillaume Kasbarian, ont cette préoccupation. Et quand je disais tout à l'heure, je le comprends, qu'on bricolait. Oui. On fait tout pour que, sans renoncer, ça c'est un point important, sans renoncer au cap, à l'ambition, allez, on aménage, on assouplisse, on mette du réalisme et du pragmatisme. Quand j'entends les organisations professionnelles dire, ou d'autres acteurs, il faut revoir le calendrier. Le calendrier ne sera pas revu, parce que ça c'est le cap, le calendrier. Et il faut repasser devant l'Assemblée, devant le Sénat, et que l'Assemblée ou le Sénat, aujourd'hui, ne feront pas droit à cette demande. Il faut être très clair. Je ne sais même pas si aujourd'hui, je vais vous citer l'actuel rapporteur général du budget, Cazeneuve, qui a été rapporteur de la loi climat-résilience, pas pour le logement, mais il a été l'un des rapporteurs. Et il y a de ça 2 ans, je l'ai rencontré dans un colloque, il m'a prononcé une phrase qui m'a saisi, il y a 2 ans. Il m'a dit, vous savez, la loi a été votée l'été dernier, il s'est passé un autre été, beaucoup d'incendies, beaucoup de dérèglements. Eh bien, moi, je vous dis que si la loi a été votée aujourd'hui, elle serait plus dure. Elle serait plus dure. Et c'était il y a 2 ans. Je pense que les propos de ce parlementaire, c'est un grand parlementaire du Gers, c'est vraiment un homme de terrain, ils sont fondés. Donc, il ne faut pas rêver. Les fondamentaux de cette loi
à commencer par le calendrier, ne serait pas modifié. Tout le reste, eh bien, on le fait. Alors, on le fait comme on peut. Vous voyez, je vais vous citer une suggestion qui a été faite par l'une des organisations professionnelles diagnostiqueurs. Oui. Dans le DPE aujourd'hui, qui est la deuxième version du DPE, vous avez 2 indicateurs. Vous avez la consommation de l'énergie et vous avez les émissions de gaz à effet de serre. Et le diagnostiqueur retient, pour donner sa lettre, la plus mauvaise note des deux. La plus mauvaise note des deux, pas la meilleure. Eh bien, Sidiane, c'est l'une des organisations professionnelles diagnostiqueurs, dit, mais attendez, c'est dur, on retient la plus mauvaise des deux, et puis surtout, l'une des deux, finalement, on peut la piloter par les comportements, c'est la consommation. On est ici dans un studio, on peut très bien dire, allez, on va baisser la température de 2 degrés. C'est un sujet, ça. Bon. On peut très bien dire, on va se vêtir différemment, on va s'accommoder. Et puis, les émissions de gaz à effet de serre, ça, on ne peut pas y toucher. Parce que la structure technique, c'est le bâtiment lui-même. Partie privative, partie commune, vous ne pouvez pas jouer, sauf à faire des travaux. Et qui est le plus grand producteur de carbone, d'ailleurs, dans l'industrie. Absolument. Et les travaux, il y a les soucis de financement, les soucis de décision collective. Vous l'avez dit, dans ce studio, question juridique. Il est dans un immeuble collectif. Vous pouvez faire un peu quelque chose sur les parties privatives. Le reste, vous êtes assujetti à une décision. Donc, le Sidiane dit, est-ce qu'il ne faut pas se fonder uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre ? Ça, c'est le côté intérêt général. Et puis, ce qui ressortit au comportement, au moins provisoirement, on pourrait le sortir. C'est-à-dire, on pourrait non pas changer d'indicateur, le DPE reste, mais on regarderait une des deux choses plus que l'autre. Voilà, on est en train de réfléchir aujourd'hui à un assouplissement parce qu'il n'est pas viable de faire sortir des milliers de logements du parc locatif. Voilà. C'est juste pas pragmatique, en fait. Quelles sont, selon vous, les chances de cette proposition d'aboutir ? Je m'aperçois, quand on discute avec... allez, on va prendre le ministre, si on va prendre le plus haut responsable de tous les sujets qui nous préoccupent, mais les parlementaires, les députés, les sénateurs, quand même que le pragmatisme... s'impose. Il s'imposait moins il y a 2 ou 3 ans. On dit, écoutez, franchement, vous êtes gentils, déployez vos meilleurs efforts et puis on verra après. Aujourd'hui, d'abord, est-ce que tout le monde a déployé ses meilleurs efforts ? Peut-être pas, mais c'est comme ça. Il faut faire avec la population des propriétaires bailleurs telle qu'elle est, les administrateurs de biens tels qu'ils sont. Bon. Donc, je vois quand même une volonté de mettre on va dire de l'eau dans le vin, sans renoncer à un vin de caractère. Hein. Voilà. Mais je lisais très récemment la conclusion d'un rapport de la sénatrice Estrosi Sassone qui dit le calendrier n'est pas tenable. Elle le dit, je ne suis pas sûr qu'elle le voterait. Voilà. Je pense que même ceux qui, comme la sénatrice... président de la Commission des affaires économiques du Sénat, qui connaît très bien les questions de logement, j'allais dire, se laisse aller des constats populaires. En tant que responsable politique, je ne suis pas sûr qu'elle irait jusque-là. Je ne suis pas sûr qu'elle irait jusque-là. Elle est allée jusqu'à dénoncer le gouvernement et à en appeler à sa responsabilité, ce qui était quand même extrêmement fort. Oui, mais après, derrière, il y a de la politique aussi. Oui, voilà. Justement. Voilà, moi, ce que j'apprécie de la part des députés ou des sénateurs, du ministre, du pragmatisme, après, attention au clientélisme. Voilà, clientélisme, ça peut être vouloir être anti-écologiste, voilà, et ça, c'est faire de la politique. Moi, je n'ai rien ni pour ni contre. Je constate que oui, un dérèglement climatique, oui, il faut qu'on fasse des choses. Je ne fais pas de politique. Si je devais en faire, je pourrais faire le choix d'être opposant aux écologistes ou d'être au contraire affidé. C'est des logiques qui, pour moi, ne sont pas professionnelles. Voilà. Ils sont dans un autre champ. Donc le salut des propriétaires français va pouvoir être trouvé dans un aménagement à nouveau de la formule de calcul du DPE, ou en tout cas de la manière dont on analyse les résultats d'un DPE. On a déjà commencé avec les petites surfaces. Oui. Hein. Bon, voilà, oui, c'est ça. Donc c'est la suite. Et on comprend aussi de ce que vous dites
et vous pourrez peut-être me contredire, qu'il est impératif en fait de trouver une solution politiquement admissible pour tous. C'est nécessaire. Si on parlait d'autre chose que du logement, on voit même que pour des sujets à moindres enjeux, l'automobile, c'est difficile. Mais bon, on peut rouvrir la discussion, est-ce qu'il faut des véhicules électriques ou pas ? C'est au cœur du sujet, ces jours-ci. On ne peut pas rouvrir ce sujet pour l'immobilier, le logement, les bâtiments. C'est hors de question. C'est une illusion, ça, c'est se faire plaisir. Composer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire notamment qu'il y a une grande échéance qui est 2050. À l'intérieur de cette échéance, la France, pas seulement la France, mais c'est vrai, c'est voulu exigeante. Par exemple, division par 2 en 2030 de la consommation de terrain. C'est dans la même loi. Plus exigeante que ses voisins européens. Oui. Je note juste que les voisins européens sont en train de s'aligner sur nos exigences. Donc, c'est peut-être qu'elles n'étaient pas totalement absurdes, mais elles sont fortes. Et c'est vrai qu'on peut dire, mais écoutez, laissez-nous tranquilles, rendez-vous en 2050. On va être sérieux. Si on ne met pas des caps, si on ne met pas des étapes, on n'y arrivera jamais. En 2050, nous constaterons collectivement, ceux qui seront toujours là, ce sera le cas que des maisons sont tombées en bord de mer. Oui, on constatera qu'il y a un recul du retrait de côte, on constatera l'effondrement de nombreux immeubles, avec des morts, et on dira, alors on ne l'a pas fait. On ne peut pas s'accommoder d'un constat d'échec à terme, parce qu'on sait très bien que c'est comme ça qu'on fonctionne, mais on en est tous là. Si on n'a pas un peu de pression, et moi je suis président d'école, ne donnez pas d'échéance de restitution d'une copie à des étudiants. Vous allez voir si elle est rendue, la copie. Non, mais on l'a été. Dans nos métiers, on vous dit, vous avez une émission à faire, on vous dit, mais vous la faites quand vous voulez. Vous ne la faites pas, l'émission. Bon, il faut être sérieux, il y a une dictature de l'échéance, de la date, de l'urgence. Et là, on a une dictature. C'est Marjolaine Meunier-Milfer qui a une phrase que je trouve très claire. C'est une députée très, très avisée de ces questions. Elle dit, on ne transige pas avec l'urgence climatique. Elle a raison. On peut transiger avec une loi, un décret, un échéancier, tout ce qu'on veut. C'est du papier, en quelque sorte. C'est de l'immatériel. On ne transige pas avec des incendies qui se déclareront dans les 2 mois qui viennent ou 3 mois. J'étais l'autre jour en Pays Basque qui faisait 35 degrés. Ça n'est pas normal. Voilà. Ces sujets-là s'imposent à nous. Donc, il faut trouver des voies étroites. Alors, il y en a... Vous voyez, Patrice Vergrit avait dit une chose. Il avait déjà dit, avant de retoucher à quelque calendrier que ce soit, il ne le souhaitait évidemment pas, regardons ce qu'on peut faire déjà dans les parties privatives, par exemple. On est parti du principe qu'on ne pouvait rien faire dans un espace comme celui de ce studio. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on ne peut pas déjà gagner 1 ou 2 lettres, c'est-à-dire du temps, le temps de réunir peut-être de l'argent pour faire des travaux plus lourds, de faire voter la copropriété, ça va prendre 2 ans ou 3 ans. Oui, on peut faire des choses. Donc c'est une politique des petits pas, mais voilà. Avec de nouvelles entreprises d'ailleurs qui se créent sur un nouveau modèle pour accompagner aussi les propriétaires dans leur rénovation énergétique ou leur financement. Des startups se sont multipliées, qui sont prêtes à aider les administrateurs de biens, les propriétaires bailleurs ou les copropriétaires pour avancer. Moi je m'étonne aussi beaucoup qu'on ne parle pas assez d'eux ou d'elles. C'est-à-dire qu'on fasse comme si il faut... avec les moyens du bord. Mais non, mais il y a beaucoup d'intelligence qui s'est mise au service de cette transition environnementale, parce qu'il y a des opportunités commerciales, d'enfer. Bon. Et donc, des startups se sont créées, des entreprises. Je m'étonne aussi de la disparité. Vous savez que vous avez des administrateurs de biens, par exemple, qui véritablement, des petits, des moyens ou des gros, ce n'est pas un problème de taille, se sont dit, mais nous, on va en faire notre priorité et notre différenciation commerciale. Et qui font. Mais justement, est-ce qu'on ne va pas revivre dans l'immobilier, finalement, l'exemple de Kodak ? C'est-à-dire que certains acteurs sont voués à disparaître parce qu'ils n'auront pas pu s'adapter, et puis d'autres naîtront. Ah, mais vous voyez... Prenez le métier de gestionnaire locatif, donc l'un des 2 grands métiers de l'administration de biens. L'autre, c'est syndic. Ou prenez le métier de syndic. Ces 2 métiers-là, l'un, gestion des parties communes de nos immeubles collectifs, l'autre, les parties privatives de logements loués, j'entends 2 discours. Des discours très réactionnaires. Ah, mais tous les propriétaires vont vendre. C'est abominable. Bon...
devenir copropriétaire, ça n'a plus aucun intérêt, le patrimoine n'a plus aucun intérêt. Des discours d'abattement que je peux comprendre, mais qu'il faut dépasser. Et puis d'autres discours qui sont allants. Et même, je vais vous dire, des discours vertueux, mais par calcul. Hein, je reprends une distinction que faisait Kant, qui disait la raison peut s'imposer par vertu ou par calcul. Oui. Ça peut être par calcul. Moi, je n'ai pas de honte à dire. Un gestionnaire locatif qui aujourd'hui n'a qu'un tiers des parts de marché. Hein. Il n'y a qu'un tiers des 6,5 millions de logements locatifs qui sont dans les mains des professionnels. Il y en a 2 tiers à gagner. Ce sont 2 tiers qui sont isolés avec des propriétaires qui sont en plein désarroi, qui se posent toutes les questions qu'on vient de se dire. Il faut aller vers eux et leur dire, mais attendez, vous demandez à quoi ça sert un gestionnaire locatif, et aujourd'hui, moi je vais vous dire à quoi ça sert. À vous résoudre le problème, vous restez propriétaire, et vous faites ceci, cela, on vous trouve toutes les solutions, on fait de l'ingénierie juridico-technico-financière. Ces discours-là, il y a des acteurs, ils sont minoritaires aujourd'hui, mais qui les tiennent. Et ceux-là, demain, ils seront sur le marché, ils auront gagné en taux de pénétration, en part de marché, ils auront gagné de l'argent. Et les autres, oui, je pense qu'il y en a qui vont disparaître. Ceux qui me disent « tous mes copropriétaires bailleurs veulent vendre », imaginons qu'ils aient raison, à force de ne pas être assistés, ils vont vendre. Moi, je dis à ces professionnels, mais c'est ton portefeuille qui disparaît. Ah ouais, non, mais attends, c'est d'abord Emmanuel Macron, il aura ce qu'il cherche. Je dis, non, mais Emmanuel Macron, le préjudice, il va peser sur toi. Ton fonds de commerce, au bon sens du terme, tu es en train de dire qu'il disparaît parce que tu ne sais pas quoi faire avec. Ça, c'est terrible, quoi. S'adapter. Oui, s'adapter. Alors, je connais presque maintenant la réponse à ma dernière question, puisque je vous ai écouté. Comment le spécialiste du logement et de l'immobilier que vous êtes analysez la situation actuelle ? Je m'explique. Une crise de l'immobilier, une crise du logement, une période de transition forte également sur les modes de construction, mais aussi de consommation du logement. Alors, est-ce que c'est une époque fascinante ou bien une époque flippante, si je peux le dire comme ça ? Elle n'est pas flippante. Quand une crise, au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire un moment de rupture au pluriel, l'inflation qui dérègle les modèles économiques, le digital qui est pas complètement encore intégré, la transition environnementale. La quatrième, c'est un État, notamment français, qui n'aura plus les moyens de soutenir, d'aider, etc., de façon massive. Voilà 4 ruptures. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une crise. C'est toujours... c'est terrifiant, une crise. Parce que il faut s'y faire, il faut s'adapter, que certains ne le feront pas, qu'il y a des conséquences. Vous savez, quand vous voyez des promoteurs, tellement la soudaineté de ces changements est forte, qui doivent faire des plans sociaux, des agents immobiliers qui disparaissent parce que le marché s'est tout d'un coup rétracté, des agents commerciaux qui changent de métier. C'est des nouvelles abominables, hein. Je tiens à le dire. Et bien pourtant, malgré ça, tous ceux qui résistent, tous ceux qui tiennent, ils ont devant eux une période enthousiasmante. J'ai la chance, c'est un bonheur de présider une école. Donc j'ai face à moi, et ils ont des inquiétudes, hein, je leur parle, comme je le fais devant vous, des futurs professionnels, et même actuels, puisqu'ils sont en alternance, donc ils sont déjà dans le job. Par exemple, ceux qui, chez moi, sortent du master spécialisé aménagement-promotion. La promotion n'est jamais allée aussi mal. Bon. Oui. Je les rencontre tour à tour dans chaque ville, toutes les promotions, pour leur dire, vous avez eu raison de choisir ce métier, c'est un métier magnifique, voilà, je l'ai fait, être promoteur, c'est magnifique. 2, si vous vous dites, à l'identique, demain, ça va bien se passer, je vais frapper à la porte d'un promoteur, il va ouvrir la porte, je vais faire le métier comme il le faisait il y a 2 ans, 3 ans, ça ne marchera pas. En revanche, ce métier, il est en train de se réinventer, c'est vraiment le mot, et vous serez ceux qui vont faire le métier très différemment. Il aura été fait pendant 50 ans d'une manière, et vous allez faire différemment. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je leur dis des choses qui les rassurent. Pourtant, ils sont déjà en train de voir le métier comme il était fait. Ils se disent, on va en changer. Et c'est pareil pour tous les métiers. Ceux qui font de la gestion de copropriété, quand je leur dis, mais
faire voter des travaux très significatifs, ça fait désormais partie de votre métier. Et on ne va pas vous virer pour ça. Il faut qu'on vous garde pour ça. Et ce sera lucratif. Et ce sera lucratif. Voilà, donc je n'ai qu'enthousiasme par rapport à ça. La conduite du changement, l'agilité, la lucidité sur tous ces enjeux et leurs exigences, c'est pas commode. Voilà. Moi, je m'assigne de manière un peu messianique le rôle de décoder, de dire ça, de rassurer. Je suis tout sauf abattu. Moi, je suis tout ce qui arrive. Ne m'inquiète pas, je le vois, je vous le dis, avec beaucoup de lucidité. Quand quelqu'un perd son emploi, moi je ne me dis pas, voilà, il ne s'est pas adapté. Ce n'est pas si facile. Mais il perd son emploi, il pourra aussi le reprendre, réapprendre un nouveau métier de l'immobilier, et le retour à l'emploi pourra exister. Il y a des entreprises qui, j'espère, après avoir disparu, vont se recréer. Voilà, je ne crois qu'à ça, et je pense que ceux qui ont des discours juste sombres sur ce qui se passe dans l'immobilier ne sont pas lucides et sont coupables. Parce qu'ils pourraient presque casser une énergie qui est là. Chez beaucoup, elle est là. Chez les jeunes, elle y est en tout cas. Et puis on dit adieu au train-train, en fait. Oui. Vous savez, notre secteur, quand vous demandez à l'opinion publique ce qu'ils pensent de l'immobilier, je ne suis pas sûr qu'ils l'associent beaucoup à l'innovation, au dynamisme et au changement. On était associé à des valeurs sûres, y compris professionnelles, mais franchement, on était sur des rails. C'est sûr qu'il y a aujourd'hui des dérivés à prendre. Et je crois que jusqu'à l'image de notre secteur va y gagner. On va gagner en rajeunissement de l'image. Oui. Et puis, je retiens de ce que vous avez dit aussi, c'est que on regarde les métiers d'avant à 2-3 ans, en fait. On ne regarde plus les choses comme elles étaient il y a 10, 15 ou 20 ans. Mais les choses évoluent extrêmement vite. Et voilà pourquoi on peut dire que cette époque va être très intéressante. Oui, et en plus, dernière chose, la France, pour parler très égoïstement de notre pays, figurez-vous que dans notre secteur aussi, elle a des capacités d'innovation incroyables. Vous voyez, on a un centre scientifique et technique du bâtiment qui est un établissement d'État, établissement public, extrêmement innovant. On a des entreprises extrêmement innovantes. On est capable d'inventer des modèles juridiques extrêmement performants. On a des modèles juridiques très, très innovants que d'autres pays copient sur nous ensuite. Voilà. De l'ingénierie financière. On a tout ce qu'il faut, plus que d'autres pays. Donc il n'y a aucune raison de désespérer. Et c'est vrai qu'il faut de la souplesse et quelque chose comme une envie d'avoir envie, comme dirait Johnny Hallyday. Voilà. Et puis un peu de fierté. Oui, de la fierté aussi. Merci beaucoup, Henri Buzekel. Merci Anne-Sandrine.